Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast sur les divers domaines et différents métiers de notre société. À chaque épisode, nous recevons un invité, homme ou femme, qui nous parle de son parcours et de son métier. Pour ce second épisode, nous avons un invité très spécial, Monsieur Imad Mohib. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Mamoun, merci pour l'invitation. Avant toute chose, pouvez-vous vous présenter ? Alors, Imad Mohib, j'ai 47 ans, papa de 3 enfants, de 21 ans, 19 ans et 17 ans. Alors, je viens avec un background et un parcours d'abord un parcours business, avec 25 ans d'expérience dans le marketing, après bien sûr des études de gestion et de commerce, et puis après un parcours, on va dire, classique, où j'ai gravi les échelons de pas mal de multinationales, où j'ai occupé des fonctions de direction dans le marketing essentiellement et des postes de direction générale. Et pour être dans l'aventure entrepreneuriale sur quasiment les 10 dernières années, dans le consulting, essentiellement marketing. À côté de cela, je viens aussi avec une quarantaine d'années d'expérience dans le monde du sport. D'abord en tant que pratiquant, mais aussi en tant que coach. J'ai eu l'occasion de pratiquer pas mal j'ai ouvert les yeux dans une famille de sportifs, on va dire. Tout le monde pratiquait du sport autour de moi, donc pour moi c'était vital, c'était comme respirer, le fait de pratiquer un sport. Et donc je me suis mis à pas mal de disciplines sportives. Et puis avec le temps, je me suis aussi intéressé à la science derrière la performance sportive et qu'est-ce qui fait qu'on ramène une médaille ou qu'on la ramène pas. Et donc tous les facteurs qui vont influencer le fait de ramener une médaille ou pas. Et donc j'ai fait des diplômes, des certifications dans toutes ces disciplines. Peut-être qu'on va pouvoir avoir l'occasion d'en discuter plus en détail. Voilà, donc ça c'est en résumé un peu qui je suis, en toute modestie, on va dire. Merci. Donc pour revenir sur le monde du sport, pouvez-vous nous parler de votre parcours dans le judo et comment vous êtes arrivé à devenir ceinture noire 3e dan ? Alors avant même de parler judo, c'est intéressant de voir un peu comment ça a évolué dans le temps, parce que comme je l'ai dit, j'ai ouvert les yeux dans un monde d'une famille en fait qui pratiquait du sport. Donc forcément, j'ai commencé par des choses, on va dire, intuitives. Vu ma morphologie, moi, quand on me voyait, les profs de PS, quand ils me voyaient, automatiquement, c'était le cross. Donc je courais. Ça, c'est la course, c'était le premier truc pour lequel, naturellement, j'étais fait. Parce que généralement, quand on voit la physionomie d'un coureur, il est généralement long, svelte, etc. Et donc, c'est pour les courses de fond. Donc, je faisais essentiellement du 3000 mètres. Ça, c'était tout mon cursus, essentiellement dans le primaire et une partie du collège, où j'ai fait le cross scolaire, donc les championnats du Maroc de cross scolaire, etc. Et puis, par la suite, je me suis intéressé à d'autres choses. Et chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'ai commencé dans le karaté. J'ai commencé par faire du karaté au début et j'ai fait pas mal d'années et moi j'ai toujours été un passionné, j'aime découvrir de nouvelles choses. Après le karaté, j'ai fait du tennis avec mon père. Mon père est pratiquant de tennis depuis très très longtemps et donc c'est une passion et c'est une passion commune. Donc avec lui, il avait besoin de partenaires et j'ai appris avec lui, j'ai continué à faire du tennis avec lui. J'ai fait ensuite de l'équitation à un niveau national, c'est-à-dire les das salam, etc. Donc, etc. Et une belle passion parce que c'est un des rares sports où on a avec nous un autre être vivant. Et donc des fois, toi tu es en forme et le cheval il est pas en forme et vice versa. Des fois lui il est en forme et pas toi. Et donc c'est une discipline quand même très très passionnante. Je continue à être passionné par le monde du cheval. Et puis à côté de ça, avec la pratique d'arts martiaux, je me suis aussi intéressé à tout ce qui est fitness, bodybuilding, etc. Parce que à un certain moment, moi je te parle des années, début des années 90, donc c'était pas encore, c'était très underground comme on dit, donc c'était pas super à la mode comme aujourd'hui. Mais c'est à partir de là, parce que pour être performant dans un sport, s'intéresser au côté musculation, cardio, etc., c'est très complémentaire. Donc on peut faire du judo ou du karaté, mais il faut compléter tout ça par autre chose, par un développement physique.
Et ça, j'en ai senti le besoin à certains moments. Je me suis intéressé à cela. Et c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à m'intéresser aux sciences du sport dans le sens le plus large, au coaching, à la biomécanique, à la physiologie, etc. Donc j'ai fait des diplômes, notamment aux États-Unis avec un des diplômes reconnus, le ISSA, le International Sports Science Association. Et après, je me suis dit c'est pas suffisant parce que en parallèle, je me suis mis au judo dans cette phase-là où je me suis lancé pour découvrir ce que c'était, surtout que je venais d'un background de karaté qui était très différent. Le karaté est une discipline où il y a on fait beaucoup entre guillemets de théorie, parce qu'il y a beaucoup de kata. La partie combat n'est pas très claire et on met du temps à arriver à la compétition au niveau du karaté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer énormément de temps sur les katas pour commencer la compétition en karaté. Au judo, là, ce qui est sympa, c'est que tu peux faire la compétition pratiquement en ta première année. Presque, tu peux être ceinture blanche, jaune et commencer la compétition. Cette discipline-là, c'est la plus importante. On peut être moyen, mais quand on est régulier sur quelque chose, on arrive au résultat. Ça, pour moi, c'est le secret. C'est pas la motivation, parce que la motivation, elle monte et elle descend. Et à un certain moment, dans le monde du sport, tous les grands sportifs ont cette capacité de ce qu'on appelle la self-discipline. C'est l'autodiscipline. C'est super important, c'est crucial. Parce que c'est ce qui fait que on ne se pose pas la question est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui ou pas. La question ne se pose même pas en fait, c'est ce qu'on appelle l'adhérence. J'adhère à un process de transformation parce que finalement le sport c'est un processus de transformation. Quand je rentre, je suis ceinture blanche, quel que soit le sport. Je donne le judo parce que c'est plus parlant. Je commence ceinture blanche. Si j'ai cette autodiscipline et que j'arrive à faire mes cours d'une manière régulière, je suis quasiment sûr d'être ceinture jaune. Et ensuite, en restant persévérant, finalement, et d'ailleurs j'ai toujours adoré je sais pas qui l'a dit, on dit qu'une ceinture noire, c'est quoi la définition d'une ceinture noire? C'est une ceinture blanche qui n'a jamais laissé tomber. Tu vois, c'est-à-dire les autres, c'est quoi? C'est des gens qui ont laissé tomber à un certain moment. La ceinture noire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, dans les arts martiaux, ceinture noire, on ne veut pas dire expert ou ça y est, je sais tout, je suis arrivé. En fait, c'est un commencement. Ceinture noire veut dire que j'ai les bases, toutes les bases, pour commencer à étudier d'une manière plus zen, etc. Ce qu'on fait, on se fait un mythe de la ceinture noire et on croit que c'est quelque chose. C'est comme une sorte de permis en quelque sorte. Voilà, exactement. Parce que c'est comme maintenant dans la rue, si tu as la ceinture noire et que tu vas agresser quelqu'un, tu peux te faire emprisonner parce que c'est comme c'est le permis d'arme. Exact. C'est parce que tu t'es entraîné pour faire ça. Exact. Et donc ça me rappelle aussi que c'est une responsabilité. Ceinture noire ou un grade quel qu'il soit, c'est plus une responsabilité qu'un honneur. On ne donne pas ça à titre honorifique parce que tu es le meilleur, tu es le plus fort, etc. On te le donne parce que c'est une responsabilité. Aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où tu es responsabilisé par rapport à ton grade et donc tu peux enseigner, tu peux transmettre, tu peux partager. Et donc cette responsabilité-là, elle doit peser sur le pratiquant. C'est-à-dire, ça doit se ressentir, pas que sur sa capacité à faire tomber quelqu'un. Ça serait trop réducteur et même stupide de dire que je suis un super judoka, j'arrive à faire tomber le monde. Ça sert pas à grand chose parce que c'est pas. Oui, bien sûr, ça peut servir, c'est clair. Maintenant, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être. D'ailleurs, Jigoro Kano, qui est le fondateur du judo, pour lui, le judo, c'est de créer de meilleurs êtres humains. C'est de contribuer à avoir des gens plus civiques, plus zen, plus calmes, qui font du bien autour d'eux, etc. C'est ça ce qu'il a voulu faire, parce qu'en créant le code moral, voilà. C'est comme ça que c'était son but. Tout à fait. Dans le code moral, on ne trouve pas à faire tomber quelqu'un. Non, on a la politesse, on a l'amitié, on a le courage, la sincérité, l'honneur, tout ça fait que pour arriver à ta question de ceinture noire, finalement, c'est plus une responsabilité qu'autre chose, parce qu'on a toujours une responsabilité vis-à-vis des gens qui nous voient comme étant un gradé, donc on est presque arrivé, mais on n'arrive jamais finalement. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on arrive en 12e dan, on reprend la ceinture blanche. Pourtant, on peut se dire 12e dan, ça y est, c'est ce qu'il y a de plus haut.
Mais il me semble qu'il y a une ceinture rouge, enfin, il y a une ligne rouge. Voilà, alors après la ceinture, on reste avec une ceinture noire jusqu'au 5e dan. Et après, 6e dan, on a une ceinture qui est blanche-rouge. Et en fait, le rouge, il prend de plus en plus d'espace au 7e, 8e, 9e, 10e dan. 10e dan, elle est toute rouge. Et après, on repasse à la ceinture blanche. Bon, c'est une ceinture blanche un peu particulière qui est plus large. C'est pas la même que la ceinture blanche qu'on met au tout début, mais c'est la symbolique. La symbolique de toujours réapprendre, toujours être humble et ne jamais croire qu'on est arrivé. D'accord. Qu'est-ce que c'est FitCorp? Alors FitCorp, c'est mon bébé en fait. C'est une entreprise que j'ai démarrée en 2015. Après tout le cursus que j'ai partagé avec toi, c'est-à-dire c'est un peu l'aboutissement de toute la réflexion que j'ai eue. Parce que depuis toujours, j'ai eu on va utiliser on appelle ça une dichotomie ou presque une schizophrénie d'avoir deux mondes parallèles. Et donc je vivais dans mon monde professionnel. Le monde professionnel, c'est-à-dire les 25 ans que j'ai parcouru, etc., dans mon entreprise, qui est très, on va dire, prenant en temps, mais en santé, etc. Et j'avais cette dualité avec l'autre casquette qui est la casquette du pratiquant sportif, mais aussi du passionné qui voulait aussi être dans la transmission, etc., des valeurs du sport et du monde du sport. Et donc ces deux mondes-là, en 2010, j'étais en Afrique du Sud avec un gars qui est devenu après mon mentor, c'est un gars qui s'appelle Robin Banks, un Sud-Africain. Et en discutant, il m'a dit qu'est-ce que tu fais et tout. On a discuté, il m'a dit ah c'est sympa, mais pourquoi est-ce que tu vis cette c'est comme si j'avais une scission, les deux entités. Je passais d'un monde à un autre. Double masque quoi. Voilà, c'est un double masque. Et il m'a dit mais en réalité, est-ce que tu penses qu'il y a une manière de faire les deux et de faire de ta passion ton métier et vice versa, etc. Et toute ton expertise marketing et ton expertise du business, tu peux la mettre au profit du sport et inversement. Et c'est là où j'ai fait tout cet effort, on va dire, cette gymnastique mentale pour trouver un peu, parce qu'il y en avait beaucoup, mais c'était sous mon nez, mais j'avais besoin de quelqu'un qui ait du recul, quelqu'un qui était externe, ce gars-là, ce mentor, pour me dire, réfléchis, peut-être qu'il y a des choses à faire. Et l'aboutissement, c'était en 2015, donc il y a quasiment 10 ans, où j'ai démarré FitCorp, qui est une entreprise qui aujourd'hui travaille sur tous les parallèles entre le monde de l'entreprise et celui du sport. Après, toujours sous FitCorp, j'accompagne aussi les sportifs. Il y a des gens que j'accompagne, je fais du coaching pour des sportifs qui sont uniquement intéressés par le volet sportif, mais beaucoup de gens qui sont dans le monde d'entreprise qui ont besoin de force mentale quoi. Exact. Et même plus, en fait ce que j'ai développé, c'est un concept de ce qu'on appelle la performance holistique. C'est-à-dire que même si on est dans le monde de l'entreprise, historiquement, quand tu viens à l'entreprise, on te recrute, c'était pour venir donner ce que tu as dans la tête. Ça c'est clair. On te passe un test psychométrique d'ailleurs, ou là, un test de QI, ou là, des tests de logique et de raisonnement, etc. Et on voit ce que tu as dans la tête. En réalité, quand tu es en situation de travail, tu n'as pas besoin uniquement de ta tête. Bien sûr, la tête est super importante, mais c'est pas suffisant. Et moi, j'ai vu des gars très brillants qui sont passés à côté de très très belles carrières. Pourquoi? Parce qu'ils avaient à côté de ça une hygiène de vie qui n'était pas super, qui n'était pas au point, qui avait des troubles des fois émotionnels, qui s'alimentaient pas correctement, qui ne faisaient pas d'activité physique. Et ça, tôt ou tard, tu le paies, même dans le monde de l'entreprise. Et donc en fait, le monde du sport a cette force-là que le monde de l'entreprise n'a pas encore, c'est que les modèles de performance sont très très bien identifiés. C'est-à-dire quand tu viens et que tu es sportif et que tu es débutant, tu as des parcours. Tu as une notion de parcours très claire. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois travailler ton physique. Et le physique, il est bien classé. Tu sais que tu dois travailler ton cardio, ta force, ton explosivité, ton endurance, ta vitesse. Ça, c'est très clair et c'est très, on va dire, d'une manière très didactique. Dans le monde de l'entreprise, on n'a pas eu cette systématisation de la performance. On ne sait pas comment arriver à la performance. Donc quand j'arrive, j'ai que de la technique, uniquement.
Donc j'ai quelque chose en tête, j'ai un background, ou bien j'ai juste un diplôme, et le diplôme finalement c'est quoi? C'est des choses que j'ai dans la tête, c'est des informations, c'est un savoir-faire, etc. Et j'arrive dans mon entreprise, personne ne me dit exactement comment arriver à être performant. Et ça c'est parce que dans mon entreprise, on s'est toujours intéressé à ce qu'on a dans le cerveau, uniquement. Et donc c'est pour ça que FitCorp, je suis venu avec un concept notamment, j'ai développé un concept de performance holistique et des programmes. Il y a des programmes où on peut zoomer sur l'aspect mental, donc ce qu'on appelle le Mind Power, les programmes de Mind Power, on peut s'intéresser sur... Beaucoup sont intéressés par le volet holistique. J'accompagne des chefs d'entreprise aujourd'hui qui veulent mieux s'alimenter. Parce que tu sais, ce que tu manges avant une grosse présentation, une grosse réunion, va t'impacter le moment de ta réunion. Imagine le vendredi après-midi, après un bon couscous, tu n'as pas envie de faire une super présentation. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Parce que c'est des glucides. Tu as mangé des glucides. Et les glucides, juste après, tu as un pic de glycémie. Et juste après, donc, tu as de l'insuline qui monte. Et après, c'est ce qu'on appelle le crash. C'est du sugar crash. Juste après, c'est un crash. Tu craches. J'ai envie de dormir. Tu as envie de dormir. Tu as envie de t'étaler. Pourquoi? Parce que la priorité du corps à ce moment-là, c'est de digérer. Et de gérer en fait ces changements-là au niveau digestif. Des processus tels que la digestion prennent énormément d'énergie au corps. Et donc le corps ne comprend pas, il se dit je ne peux pas être sur ça et ça. Ok. Donc merci. Quel conseil donnerez-vous à un jeune pour atteindre un niveau élevé dans sa pratique Sportive. Sportive, ouais. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà la persévérance. Ça, c'est pour moi, c'est un minimum. C'est-à-dire, quel que soit le sport que vous choisissez, au tout début, il faut d'abord beaucoup de persévérance, c'est-à-dire être au moins régulier dans sa présence. Quand on rate des cours, imaginez quand on n'a que 3 cours par semaine et qu'on rate un cours, c'est un tiers. Ça fait un tiers déjà de... Alors c'est nécessaire mais pas suffisant parce que le présentéisme, c'est-à-dire être juste présent, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi... il faut être attentif pendant les cours, c'est-à-dire la présence est importante, mais après c'est le contenu. C'est écouter, poser des questions quand on veut creuser un truc, et après c'est comme dans toutes les autres disciplines, c'est aussi donner du sien, c'est-à-dire chercher. Aujourd'hui, vous avez la chance que vous êtes une génération qui a accès à l'information d'une manière extraordinaire. Nous, avant, pour apprendre une technique, il n'y avait pas YouTube. Donc, pour apprendre une technique, tu étais obligé de demander à quelqu'un. Et ce quelqu'un, pour lui, parce que l'information, c'était de l'or. Ce quelqu'un-là, s'il était bien intentionné, il nous apprenait. Sinon, il va rien te montrer. Il te dit non, ou là, il te montre un mauvais truc. Tu vois, et ça, c'est aujourd'hui, on peut... en étant curieux, en s'intéressant aux choses, parce que, et là c'est important ce sujet que tu évoques, parce que on est dans une génération, on est dans une époque où l'information est tellement disponible qu'on ne donne plus la peine à la recherche et à faire un effort. Parce que c'est un clic. C'est ChatGPT. Voilà. Même il y a 2 ans, ChatGPT n'existait pas. On faisait un minimum d'efforts. De chercher dans Google par exemple, beaucoup de ressources, et après on consolide tout ça. Aujourd'hui, même cet effort, on ne le fait plus. C'est même maintenant, même l'écrit, on ne le fait plus sur clavier. Exact. On demande en vocal, voilà. Et il nous répond. Exactement. Et ça, bon, c'est... En même temps, il faut prendre le côté positif. C'est aussi positif, à condition de savoir l'utiliser. C'est-à-dire que la technologie a toujours aidé le monde du sport. Toujours. La technologie est un facteur de performance dans le sport. Pourquoi? Parce que l'invention, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Les records du monde ont été battus essentiellement dans l'athlétisme quand on est passé à ce qu'on appelle le tartan. C'est-à-dire le revêtement du sol des pistes d'athlétisme. Avant, vous savez ce qu'il y avait avant? Il y avait des cendres. Il y avait des cendres et c'était comme du sable. Les cendres, c'est glissant. Et avec l'invention de ce revêtement-là, c'est-à-dire le tartan, on a commencé à battre des records du monde. Parce qu'il y avait plus d'adhérence au niveau le pied ne glissait plus. Et donc on se propulsait. Même chose, si on prend la natation,
les combinaisons qui ont été créées, c'est des combinaisons qui sont hydrodynamiques, donc on glisse un peu plus, on devient des phoques ou des dauphins, donc on glisse dans l'eau. Après, donc la technologie, oui, il faut l'intégrer, mais toujours dans cet objectif de se dépasser, d'être meilleur. Ça, c'est un peu les... Après, bien sûr, il y a des qualités génétiques parfois. Des fois, on n'est pas tous nés avec la même donne. C'est comme les cartes. Au niveau d'un jeu de cartes, on a une donne de base et on démarre avec ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus en faire tout un plat. C'est-à-dire la donne génétique est importante, mais elle représente moins de 5% de la performance. C'est-à-dire que oui, elle est importante, mais ce n'est pas la plus importante. On peut avoir des gens, moi je préfère quelqu'un, et je coach des fois des athlètes, des judokas notamment, qui ont peut-être moins de prédisposition génétique à faire la performance, mais ils sont engagés, et ils sont persévérants, et ils sont réguliers, et ils finissent par dépasser ceux qui étaient génétiquement prédisposés à la performance, ceux qui naturellement étaient de bons sportifs. Les autres finissent par les battre et par les dépasser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui remplace le travail. Moi, je préfère quelqu'un, bien sûr, si tu as le don et que tu as le travail, ça c'est le jackpot. Mais si tu as que le don et que tu n'as pas le travail, c'est le travail qui va dépasser tout. Voilà, donc ça c'est un peu juste résumé. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que mais je ne veux pas m'étaler là tout de suite, à moins que tu veuilles peut-être creuser un des éléments. Ou non, mais juste, voilà quoi, en gros, le conseil c'est de rester sur le droit chemin. Exactement. Et puis bon, un conseil super important quand on fait du sport, c'est aussi de prendre du plaisir. La performance, c'est du enjoyment. Il faut prendre plaisir à la pratique sportive. C'est pour ça que des fois, et ça bon, je parle aussi aux parents, des fois on ne peut pas forcer un enfant à faire un sport dont il n'a pas envie de faire. Mais c'est contre-productif. Justement. Ça arrive souvent. Pourquoi ça arrive souvent? Parce que bon, il y a l'aspect mental aussi. C'est qu'on fait ce qu'on appelle une projection. En fait, le père ou la mère rêvait d'une carrière sportive ou de rêver de médaille, etc. dans une certaine discipline, et il met son fils ou sa fille dans cette discipline et il veut qu'elle ramène la médaille. Et ça devient une obligation presque. Et ça fait perdre les moyens à l'enfant. Justement, comme tu as pu l'aborder tout à l'heure, c'est le mental, c'est la mère. Bien sûr, bien sûr, du sport. Bien sûr. Le mental est super important, pas que dans le sport, dans la vie. Dans la vie, le mental c'est parmi les facteurs les plus importants, déterminants, plus que le physique, plus que tout le reste. Du coup, sans mental, le sport ne pourrait pas exister. Clairement. Et ça, bon, je pense qu'on s'en est... En fait, il y a eu un cheminement, c'est-à-dire dans les sciences du sport. Au tout début, on croyait qu'il n'y avait que le physique qui était important. Pourquoi? Parce que bon, un sportif qui a un très bon physique, fort, etc., on a besoin que de ça. Et avec le temps, on s'est intéressé ensuite à la nutrition, on s'est ensuite intéressé au mental, et c'est pas fini, on s'intéressera, il y a encore d'autres sphères. Aujourd'hui, par exemple, les sciences de la récupération, tout ce qui est sciences de la récupération sont super importantes parce que le sommeil, d'ailleurs j'ai un des certificats que j'ai fait, c'est un certificat sur les sciences du sommeil. Super important le sommeil dans la performance sportive. Sans un bon sommeil, même pour les jeunes qui viennent me dire oui, moi je veux prendre des suppléments, je veux prendre du BCAA, je veux prendre de la whey protéine, etc. Première question que je lui pose, c'est ton sommeil, comment il est? Dit ouais, pas trop. Surtout dernièrement, les jeunes, ils dorment de moins en moins en quantité et en qualité. Et ça c'est grave. Ça c'est grave parce que tu peux même te doper, mais si tu n'as pas un bon sommeil, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour arriver à performer et être en bonne santé tout court. Donc ça c'est aussi un point important. Et à mettre à côté du reste, c'est-à-dire le mental aussi. Donc merci beaucoup et on se retrouve dans un prochain épisode pour Saint-Jean. Merci Mamoun et puis bravo pour l'initiative, je t'encourage vraiment et puis très très bon courage, je te suivrai de très très près.
Alors justement, en exclusivité pour ton podcast, pour 3e podcast, j'offre justement à l'occasion de cet épisode, j'offre 2 programmes de coaching gratuits pour 2 heureux gagnants et un programme supplémentaire pour le prochain épisode, Inch'Allah.